Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, les écrivaines françaises ont été largement primées cet automne. Brigitte Giraud a notamment remporté le prix Goncourt. Elle est notre rôle modèle cette semaine. Il a une idée derrière la tech et c'est mon rôle modèle à moi, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, l'intelligence artificielle fait des étincelles, provoque un couac majeur dans la géopolitique du numérique. Après le splinternet, la fragmentation d'Internet, est-ce qu'on va assister à un splintia ? Oui, en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, même si ce n'est pas totalement déterminé, eh bien, c'est qu'on voit différentes approches qui s'opposent et je pense qu'effectivement, on risque de voir se développer différentes intelligences artificielles partout dans le monde. Et on va suivre ce feuilleton avec toi en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, la licence de droit, c'est littéralement celle qui arrive en tête des formations les plus demandées sur Parcoursup. Si vous avez toujours rêvé d'être Saul Goodman dans Better Call Saul ou Alyssa Furrick dans The Good Wife, il va peut-être falloir réviser vos classiques parce que le droit change, notamment sous l'impulsion du numérique. Entre Legal Tech et justice algorithmique, comment penser le droit du futur? On va le faire aujourd'hui grâce à nos invités. Amandine Sarfati, vous êtes la fondatrice de l'Institut supérieur du droit. Bonjour à vous. Bonjour. Et Yvon Fellous, cofondateur de l'École supérieure des métiers du droit. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Comment vivre le deuil après un accident qui emporte un être cher? C'est le travail de résilience que Brigitte Giraud livre dans Vivre vite. L'autrice lyonnaise était prix Goncourt cet automne. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Le 3 novembre 2022, Brigitte Giraud est la 13e femme à avoir reçu le prix Goncourt en 120 ans. L'auteure a été récompensée pour son livre Vivre vite, publié aux éditions Flammarion, un ouvrage dans lequel elle raconte l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari Claude le 22 juin 1999. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu, à cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville, inspiré par Louride peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune ». Le point de départ d'un livre émouvant rempli d'interrogations, hasard, destin, coïncidence. Pourquoi ce drame s'est-il produit? Brigitte Giraud y mène une véritable enquête 20 ans après. Le prix Goncourt ne lui était pas inconnu puisqu'en 2007, elle avait reçu le Goncourt de la Nouvelle. Pour le recueil, l'amour est très surestimé. En 2019, la femme de lettres avait été finaliste du prix Médicis pour son livre Jour de courage. À 60 ans, cette Lyonnaise née en Algérie a donc reçu le prix Goncourt, une consécration après la publication d'une dizaine d'ouvrages, des livres traduits dans une vingtaine de pays. En 1997, son ouvrage baptisé La chambre des parents avait reçu le prix des étudiants. Avant de se lancer véritablement comme écrivaine, Brigitte Giraud a eu plusieurs vies professionnelles. Ses études de langue auraient dû la mener à une carrière de traductrice, mais elle a d'abord été tour à tour libraire, journaliste, conseillère littéraire ou encore éditrice, avant de se plonger dans l'écriture qui lui a permis de mieux affronter le drame de sa vie, la mort de son mari. En 2001, elle avait raconté les semaines qui avaient suivi son décès dans À présent. C'était de son propre aveu le livre de la sidération. 20 ans après, Vivre vite ressemble à celui de la compréhension et de la libération. Histoire de résilience, s'il en est. Mon avocat sera-t-il demain une IA? On va en parler avec nos invités, c'est le talk, première partie. Et pour aborder aujourd'hui ce droit du futur, on va ouvrir une boule de cristal avec nos invités. Maître Amandine Sarfati, vous êtes la fondatrice de l'Institut supérieur du droit et Yvon Fellous, cofondateur de l'École supérieure des métiers du droit. Messieurs, dames, vous avez conçu des écoles qui justement sont agiles et vont pouvoir évoluer avec cette matière vivante qu'est littéralement le droit. Je le disais tout à l'heure, la licence de droit, c'est la formation la plus demandée aujourd'hui par les lycéens et les lycéennes sur Parcoursup. Concrètement, quand on s'oriente vers des études de droit, on se dit quoi? Je vais avoir un métier qui va me suivre toute la vie ou il va falloir moi que je puisse m'adapter parce que le droit, c'est aussi quelque chose de mouvant, d'agile, de vivant?
Amandine? Bien écoutez, je pense que quand on s'inscrit en droit, c'est pour d'abord pouvoir exercer une matière vivante, parce que le droit évolue et c'est en ça que le droit est vraiment passionnant. Et puis effectivement, avec tous ces nouveaux sujets d'intelligence artificielle, ça crée de nouvelles vocations et les jeunes sont en plein là-dedans, donc ils ont envie d'aller vers le droit pour justement être au feu de l'action et pouvoir avoir un rôle dans la société dans laquelle on vit. Yvan, les métiers du droit, c'est un bagage pour la vie? Alors, un bagage pour la vie, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre. Ça me fait plaisir. Aux notions de la vie et bagages, les métiers du droit, si j'ai cofondé cette école, c'est parce qu'on s'était vite rendu compte que l'enseignement académique dans les facultés de droit n'était absolument plus adapté aux besoins des entreprises, aux besoins des cabinets conseils, des banques, des assurances, etc. Et cette expérience, je l'ai vécue en direct. Donc, nous avons eu l'idée de créer une école. Alors, il faut le dire, cette école n'est pas créée de nulle part. Elle appartient à un groupe qui est implanté dans la professionnalisation depuis des décennies. Et l'idée que j'avais eue, c'est qu'il faut apprendre à apprendre aux étudiants que le droit est une matière, comme vous venez de le dire et comme tout le monde dit, vivante, une matière qui évolue très vite. Et ce qui était mon idée de départ en 2018, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit à ma maître Sarfati tout à l'heure, l'idée que j'avais eue en 2018, c'était de créer ces programmes de droit un peu novateurs. Malheureusement, dans un premier temps, on a créé cette école de droit qui n'était pas une école de droit dans un cursus d'école de commerce. Et ça ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à l'esprit que je voulais donner à la professionnalisation du droit avec toutes les évolutions qui arrivent. Bien sûr. Et donc, en 2020, je crée, tout en gardant ce programme dans une autre école de commerce qui appartient à un groupe où le SMD fait partie également. Je crée le SMD. Et j'ai choisi le nom École supérieure des métiers du droit, parce que, dans mon esprit, le métier d'avocat allait complètement disparaître. Le métier d'avocat est un métier de plus en plus compliqué, est un métier où, malheureusement, les contraintes sont telles que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, après avoir subi toutes les sélections de ces épreuves de droit, n'ont pas forcément le retour de leurs espérances. Et c'est à la lumière de toutes ces analyses que j'ai adapté avec monsieur Benoît Lachamp, qui lui est un fondateur d'école web. Et moi, au départ, je ne suis pas du tout juriste. Ma vocation, au départ, je ne sais pas si vous avez vu... pas encore, on vient de se rencontrer. Alors, je vous le dis, ma vocation, c'était d'être toujours dans l'enseignement depuis à peu près 50 ans. D'ailleurs, humblement, si j'ai eu les palmes académiques, ce n'est pas pour le SMD, c'est pour tout le travail que j'avais fait avant. Et j'avais créé des écoles de soutien scolaire, de perfectionnement scolaire, et avec un seul esprit qui est un esprit novateur, c'est-à-dire il fallait anticiper les besoins. Sur le droit... C'est ce que vous avez fait avec le SMD, vous avez anticipé ces besoins. Ça me permet de vous poser une question et après justement on va plonger dans cette révolution du droit du futur et notamment par et pour le numérique. Aujourd'hui, il faut encore opposer les universités, les licences de droit obtenues dans ces universités par rapport aux écoles privées, Amandine. Alors, en école privée, on ne parle pas de licence, on parle de bachelor, mais ça correspond aux 3 premières années d'études. Donc, à l'Institut supérieur du droit, on propose une formation complète du bac plus 1 au bac plus 5. Les 3 premières années d'études, on parle de bachelor, puis ensuite, on parle de master. Mais l'objectif, c'est vraiment de transmettre aux étudiants des bases très solides sur la théorie, parce que pour raisonner en droit, il faut de la théorie. Mais nous, notre valeur ajoutée à l'Institut supérieur du droit, c'est que très vite, on va proposer des formations axées sur la pratique, dispensée par des professionnels du droit et surtout en alternance dès la 3e année d'études. C'est vraiment ça notre valeur ajoutée par rapport à un cursus universitaire plus classique où l'alternance est assez rare et où la professionnalisation est quasiment inexistante. Donc l'idée, c'est vraiment de plonger ces futurs talents de droit directement dans le grand bain à la fois des métiers d'avocat, juriste. C'est une
multitude en réalité de métiers quand on parle de droit tout court. Alors, nous, à l'Institut supérieur du droit, on forme au métier du droit en entreprise. Il faut être très clair avec les étudiants et les jeunes qui nous écoutent. Aujourd'hui, l'Institut supérieur du droit, c'est la voie royale pour devenir juriste d'entreprise, directeur juridique, directeur des ressources humaines, chargé de gestion de patrimoine. Et l'objectif, effectivement, c'est de favoriser une insertion réussie dans le monde du travail et surtout qu'ils ne se sentent pas démunis à leur sortie d'études. Pour ma part, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai fait 5 années d'études de droit à l'université et lorsque je suis sortie d'école, j'étais démunie, je n'avais pas de réflexe et j'ai été perdue. Donc si j'ai fondé l'Institut supérieur du droit en 2019, c'est justement pour éviter aux étudiants de vivre ce que moi-même j'ai vécu lorsque j'ai débuté ma carrière professionnelle. Et vraiment mettre les mains, encore une fois, dans le cambouis de toutes ces professions juridiques. Yvan, là aussi... Ouais. C'est aujourd'hui plus une question d'opposer encore une fois université, école privée. Encore une fois, on n'est pas exactement sur le même type de diplôme et pourtant, on est en train de parler de métiers où, par rapport à d'autres secteurs et d'autres professions, peut-être que le diplôme est un peu dilué aujourd'hui par rapport à la pratique et par rapport aux compétences aussi comportementales qu'on peut acquérir. Le diplôme en droit, il est fondamental. Absolument. Alors, je vais répondre tout de suite et d'une manière très ferme. Il n'est pas question d'opposer les écoles privées de droit, ce qui concerne en tout cas notre école, et les universités, pour la bonne et simple raison, c'est qu'avant de développer notre école, j'avais rencontré 2 présidents d'universités, non des moindres, le président de Paris-Panthéon-Assas et la présidente de Paris 1, Madame Christine Holodwick. Et il faut savoir également que le président de mon comité pédagogique, c'est l'ancien vice-président de Paris 1, qui est monsieur le président Jacques Sopelsa, qui accessoirement a créé quand même Erasmus, a cofondé Erasmus. Et lorsque l'idée de développer le SMD est venue dans les métiers du droit, il était absolument fondamental pour moi qu'il y ait un enseignement, comme pour Maître Sarfati à l'ISD, un enseignement académique de très haute valeur ajoutée. Et pour cela, nous avons mis en place à la fois un programme très précis dans les matières fondamentales du droit, mais également et surtout, puisque c'était l'idée, arriver à mon âge, c'est pas pour continuer à faire des choses qui ne devaient pas avancer. On va pas vous prêter une carrière de dictateur. C'est pas du tout. Voilà, hein, je ne vais pas paraphraser le général de Gaulle. Mais à aujourd'hui, il fallait absolument rentrer dans la professionnalisation. Et pour rentrer dans la professionnalisation, je suis désolé, on a eu trop de contraintes avec des articles de presse, des dénonciations calomnieuses. Il n'y a pas 36 voies possibles. Il y a la voie tout à fait honorable de dire oui, nous, on peut mettre nos étudiants en professionnalisation, etc. Très bien. Je ne prends pas cette voie. J'ai pris une autre voie. La voie, c'est la reconnaissance par France Compétences de titres qu'on appelle titres RNCP, qui sont compliqués. À obtenir pour les écoles, absolument. Oui, non seulement compliqués, mais de plus en plus compliqués à obtenir. Nous avons la chance, nous, à l'ESMD, d'avoir des titres reconnus de Bac+2 à Bac+5. Et pourquoi nous avons ces titres ? Parce que nous avons travaillé bien en amont de l'année 2020, date officielle de la création de l'ESMD. Et nous avons travaillé bien en amont sur les syllabus qui nous ont permis de déposer ces titres et d'obtenir ces titres pour des élèves de Bac+2, Bac+3, Bac+5. J'insiste sur Bac+2, parce qu'on a tout à l'heure parlé de Bac+3. Bac+2, je fais partie de cette génération, le DUG existait en droit. Et la capacité en droit aussi. Le DUG a disparu. On a sur le marché des gens qui sortent de droit, des personnes qui rentrent en droit parce qu'elles ne savent pas quoi faire. D'où le nombre très important de ces inscrits. Et de ces lycéens qui veulent faire du droit et qui s'inscrivent sur Parcoursup. Et on ne sait pas où on va. On veut tous le monde à la SAS, à la Panthéon. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne rentrent pas. C'est très sélectif. Donc ces étudiants que nous retrouvons chez nous ont envie d'avoir un diplôme à la fin de la 2e année. Et nous donnons ce titre. Mais le titre RNCP ne s'obtient pas. Il se mérite. Et il est long à obtenir. Et petite précision, excusez-moi, c'est important. Non, mais allez-y, ensuite il faut vraiment qu'on parle très vite de justice algorithmique. Tellement la concurrence a été surprise par la qualité de nos titres RNCP que nous avons eu droit à un contrôle de la DGCRF
le mois dernier, qui est venu uniquement voir si nous avons bien ces titres RNCP. Et vous les avez, donc tout va bien. Et nous, évidemment, puisque le contrôle s'est terminé brillamment, et que la personne qui est venue avec un dossier comme ça, d'écran, de nos brochures. Vous mentez, vous dites aux étudiants, etc. Bon, on voit que c'est compliqué quand même, en effet, pour les écoles. Mais vous existez, vous êtes là, et ça tombe bien, parce que justement, ces fameux syllabus dont vous nous parliez, authentifiés RNCP, il va peut-être falloir les remettre à jour. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de justice algorithmique, on parle énormément aussi de justice prédictive. C'est en droit, finalement, hérité de la technologie, qui commence à faire planer un air de Black Mirror sur les professions juridiques. C'est vraiment le cas, Amandine ? Il faut s'interroger, ça c'est certain, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Après, je pense qu'il faut également relativiser. C'est vrai que l'intelligence artificielle interroge et il faut qu'on puisse avancer sur ces thèmes-là et surtout repenser le métier de juriste. Mais après, le droit des personnes reste d'actualité. Moi, je m'interroge, l'intelligence artificielle devant une cour d'assises, est-ce que c'est bien possible ? Quand l'intime conviction est le point de départ du raisonnement et d'une condamnation, il ne faut pas non plus mettre tout dans le même panier. Je pense qu'il faut... Chaque matière est spécifique. Oui, l'intelligence artificielle nous interroge, mais il existe beaucoup d'autres matières dans lesquelles il n'y a pas d'impact majeur. Je pense au droit de la famille, je pense au droit pénal, je pense au droit des étrangers, au droit du travail. Donc oui, la technologie va peut-être modifier la manière de faire, mais il faut quand même relativiser. Et je ne crois pas que le métier d'avocat disparaîtra. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des clients à mon cabinet, bien sûr, ils viennent chercher une solution juridique, mais ils viennent surtout chercher un réconfort, de pouvoir avoir une personne réelle, on en parlait tout à l'heure, pouvoir échanger, pouvoir se confier également. Donc oui, la solution juridique, c'est important, mais ce n'est pas exclusivement ce que l'on vient chercher lorsqu'on franchit les pas d'un cabinet d'avocats. Je pense que l'humain est fondamental et je ne pense pas que ça soit la fin du métier d'avocat ni la fin des professions juridiques. Je pense que c'est un outil formidable qu'on pourra avoir en cabinet et en direction juridique, mais je ne crois pas que ça soit la fin du métier de juriste ou d'avocat. Alors Guillaume, tu vas voir, Yvan et évidemment Amandine aussi. Et c'est justement un cas qui occupe beaucoup les États-Unis en ce moment, parce que en février dernier, une start-up californienne, Do Not Pay pour ne pas la nommer, qui se présente comme un chatbot juridique, un robot donc IA juridique, proposait les services du premier robot avocat au monde. La mission de cette start-up, c'est de pouvoir épauler les consommateurs et les consommatrices qui seraient floués par des services, par des assurances, par des besoins de recouvrement aussi. Une IA pour défendre ces consommateurs devant les tribunaux, sauf que l'entreprise est en train de jouer aux arroseurs arrosés, puisque un cabinet d'avocats de Chicago, Edelson, porte plainte pour concurrence déloyale. Motif, l'IA de Do Not Pay exerce sans licence d'avocat selon le droit californien. Une IA juridique, c'est pas un avocat de fait, Amandine ? Il y a un principe d'égalité devant la loi. Si aujourd'hui, moi, personne physique, j'ai besoin d'avoir le barreau pour exercer la profession d'avocat, je vois pas pourquoi une entreprise ne devrait pas également pouvoir justifier de cela. Donc on est face à une égalité devant la loi et je comprends le cabinet d'avocats et je pense qu'il a bien fait de le faire. Une intelligence artificielle n'est pas un avocat, peut-être qu'il va pouvoir aider les avocats ou modifier le métier, mais je comprends cette manière de faire et je soutiens ce cabinet. Il faut que les avocats continuent à exister, c'est très important pour la démocratie, pour l'état de droit. Guillaume, tu suis de très près, évidemment, les questions d'intelligence artificielle. On va y revenir avec toi dans ta chronique. Mais tu vois quoi, toi ? Avocat, juriste du futur et ChatGPT, même combat, ou il faut quand même raison garder ? Moi, j'aime bien l'humain, là, de plus en plus, en ce moment. Mais j'ai une question à vous poser, à tous les deux. Lorsque on a vu... Alors, Bill Gates, il est un petit peu jugé parti dans l'histoire parce qu'il a créé Microsoft, ça ne vous a pas échappé, qui a investi énormément dans OpenAI et ça a permis à OpenAI de sortir ChatGPT. Et il a dit, j'étais impressionné de voir les progrès réalisés par OpenAI et notamment le fait que dans, je ne sais plus, autour de 70 ou 80%, la dernière version de GPT-4, le modèle de langage qui permet à ChatGPT d'exister, peut réussir l'examen du barreau aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est juste une déclaration marketing ou pas ? Yvan ? Moi ? Bien sûr. D'abord, j'aimerais, si vous permettez, on parle d'intelligence artificielle. Bon, on fantasme beaucoup quand même sur l'intelligence artificielle. Il faut
raison gardée, pour paraphraser un autre président. Je suis très politique. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle, elle est déjà pratiquée depuis de très nombreuses années. C'est une réalité. Les nombreux logiciels existent déjà. Donc, on est en train de créer un move qui, pour moi, n'a pas de véritable raison, parce qu'il faut évoluer, bien évidemment. On est tous à parler de soft skills, de digital skills, de business skills, de compliance. Je suis en plein dedans, moi, à l'SMD. Mais la réalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le droit est une matière vivante et l'humain est vivant. Donc, ce qui est important, c'est de se servir de ces outils pour améliorer, pour augmenter, notamment dans toutes ces formes de juridiction. Et pas plus tard que la semaine dernière, une dame qui s'appelle Madame Julie Serrer, qui m'a autorisé à parler d'elle aujourd'hui, qui est chef de bureau au ministère de la Justice dans le droit comparé, et dans l'introduction du droit, où ont été abordées la semaine dernière à l'ESMD ces notions. Donc, on est, elle et moi, d'accord sur un point, c'est que l'humain prime. Et je suis tout à fait d'accord avec Maître Sarfati. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures. Pourquoi on doit passer des concours et des examens extrêmement difficiles en tant qu'humain et taper sur une machine et obtenir le grade d'avocat au barreau de New York, ou je ne sais plus quel barreau a donné ce grade à HFGT. C'est anormal. Une personne avec toutes les décisions algorithmiques, c'est comme les entrées en fac, c'est de l'algorithmique. Rentrer à SAS, ou rentrer à Paris 1, ou rentrer où vous voulez. C'est un algorithme. Mais l'algorithme, ce sont des statistiques. Les statistiques, ce sont des chiffres. Les chiffres, ce n'est pas de l'humain. C'est l'humain qui maîtrise le chiffre, mais ce n'est pas l'humain. Et on ne va pas parler de la machine de Turing aujourd'hui, donc qui revient en fait à ce type d'aberration. L'aberration... elle a quand même aidé à décrypter le code d'énigme, la machine. Évidemment. Donc, mais non, mais c'est on ne de va quand même pas lui l'aberration. jeter l'opprobre. Loin de là, la preuve, j'en parle. L'aberration, c'est de vouloir transformer un métier humain, une matière vivante, en une matière qui peut être régie sous un système d'intelligence dite artificielle. Je ne le pense pas, même si tous nos étudiants vont avoir besoin de se servir de cet outil. On doit préparer nos étudiants. On doit leur apprendre à apprendre. On doit leur montrer que pour être au fait de toutes les évolutions, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, 16 mai, vous voyez, je vieillis encore. Le 23, 16 mai. le 22, mais Non, le 22, pardon. Oh là. Oh, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. désolé. Vous dévoilez les coulisses de cette émission. 22 mai 2023 ne sera pas vrai. Le 22 septembre 2023 peut-être. Et encore moins vrai dans 2 ans. Donc ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire ou de débattre aujourd'hui n'a que de sens que si on parle d'humain d'abord. Et on va continuer justement à parler d'humain, à parler d'évolution du droit et de ce droit du futur avec Maître Amandine Sarfati, avec Yvan Fellous et avec Guillaume Gralet dans un instant. Mais d'abord, je rends justice à Édouard Deniau. On fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap, bien sûr. All right, whenever you're ready. Now you want to work. Now you want to work. Oh, do you want to know the time? What? 4.746. We would have won. No.
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Maître Amandine Sarfati pour l'Institut supérieur du droit et d'Yvon Fellous pour l'École supérieure des métiers du droit. On continue justement à plonger dans ce droit du futur, comprendre quelles sont les évolutions pour vous, futurs talents du juridique. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tête. Et Guillaume, on va continuer à plonger avec toi en pleine bataille des intelligences artificielles chinoises, puisque on a vu au début du mois Geoffrey Hinton, un des grands inventeurs de l'intelligence artificielle chez Google Brain pour ne pas le nommer, pousser un énorme coup de gueule. Pour toi, ça veut dire qu'il ouvre la voie à plusieurs IA possibles. Oui, en fait, ce qui est très intéressant lorsqu'on écoute Geoff Hinton, c'est on a l'impression de parler, en tout cas d'écouter un sage, un parrain de l'IA, c'est un peu son surnom, le surnom que lui a donné le New York Times, à qui il s'est longuement confié en démissionnant de Google. Il est prix Turing. Prix Turing, c'est le prix Nobel de l'informatique parce qu'il a participé à la création du deep learning, de l'apprentissage profond, avec d'autres scientifiques, Yoshua Bengio, dont on a déjà parlé, Marjorie ensemble, et Yann Lequin, le français. Et en fait, il explique, il dit, ouh là là, tout ça, ça va trop vite. Il faut peut-être comprendre ce sur quoi on travaille, un petit peu comme les réflexions qu'on pourrait avoir lorsqu'a été développée l'arme nucléaire. Avant d'aller plus loin, il s'inquiète notamment de ce qu'il appelle les agents autonomes qui pourraient créer des robots tueurs. Bien sûr, ça l'interpelle très fortement, tout comme les destructions d'emplois. On connaît les tout derniers chiffres qui ont été donnés par Goldman Sachs, pas moins de 300 000 emplois dans le monde qui pourraient être perturbés. Bien sûr, heureusement, de nouveaux métiers vont apparaître, mais Geoff Hinton, il dit il y a plusieurs IA possibles, il faut qu'on réfléchisse laquelle on veut développer. Et ça continue, évidemment, à mettre de l'eau au moulin d'un certain Elon Musk qui signait une tribune il y a quelques semaines, là aussi, avec plus de 1000 scientifiques pour demander une pause dans les développements de l'intelligence artificielle. Ces images aussi générées par l'IA, on les a vues se multiplier au cours des derniers mois. L'acceptation justement de ces images-là et de ces IA génératives va différer en fonction des pays. Ça pose même des problèmes politiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu une utilisation politique de ces images. On l'a vu de manière très concrète avec les républicains aux États-Unis qui ont créé un spot pour dire, qui s'appelait Beat Biden, qui était un peu une plongée dans une Amérique qui aurait réélu Biden. Et comme par hasard, eh bien, cette Amérique, rien n'allait. La Chine envahissait Taïwan, l'Amérique allait à volo. C'était pour faire un peu peur. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il risque là aussi d'y avoir plusieurs IA. Lorsque vous écoutez le créateur de Midjourney, c'est un logiciel qui permet de générer des images assez jolies, il faut bien le dire. Eh bien, David Holtz explique si Xi Jinping me demande de ne pas générer des images du président chinois, eh bien tout simplement je m'y plierai. Et d'ailleurs moi j'en ai fait l'expérience. Ouais. On ne peut pas générer, si on passe par la voie Midjourney, Discord, l'image du président chinois. On ne peut pas générer du président chinois, alors qu'on peut très bien en générer d'Emmanuel Macron par exemple. Je me souviens quand même de l'astuce qui courait il y a un temps sur Weibo. On peut à la place mettre une image de Winnie l'ourson. Exactement. Mais Winnie l'ourson est aussi censuré sur Weibo aujourd'hui puisque il a les attraits du président chinois. Une guerre des images, ça va te faire plaisir quasiment, j'ai envie de dire, qui s'invite aussi dans un bras de fer qu'on connaît bien ici dans l'École du Futur, grâce à toi, celui entre la Chine et les États-Unis. Oui, c'est-à-dire qu'on avait parlé pas mal ces dernières années de l'interdiction de géants chinois aux États-Unis dans les infrastructures de réseau et même en Europe sous la pression américaine. On avait vu notamment le constructeur d'infrastructures Huawei être totalement malvenu. Mais là, on a un bras de fer qui monte en puissance avec notamment en octobre 2022, sous pression de l'administration de Joe Biden, eh bien, des fabricants comme Nvidia qui sont interdits de vendre des processeurs trop puissants à la Chine pour ne pas qu'elle développe elle-même une intelligence artificielle très forte. On voit également des collaborations scientifiques américano-chinoises qui étaient très présentes, très fertiles, ralentir. On voit bien que cette guerre froide touche énormément l'intelligence artificielle. Et qu'elle n'a pas attrait qu'à un seul président, mais que son successeur poursuit justement cette guerre commerciale, en tout cas, et industriellement tech avec la Chine. Dis-moi qu'on a quand même un rôle à jouer ici en Europe et en France. Oui, alors on n'est pas uniquement un musée du monde. On a aussi des super scientifiques. On a parlé de Yann Lequin tout à l'heure, qui travaille chez Meta. On a ces 3 Français que je trouve absolument géniaux qui ont créé Hugging Face. Alors Hugging Face, on ne va pas être naïf, a quand même été immatriculé aux États-Unis. Mais ils soutiennent un projet qui est vraiment super sympa, qui s'appelle Big Science. Big Science vise à mobiliser 1000 chercheurs européens pour créer une alternative à GPT-4, à ChatGPT,
en misant sur l'open source pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Parce que souvent, l'IA, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, l'idée, c'est d'être plus ouvert. Il y a des projets plus récents, encore un petit peu là sous le radar, mais dont on va entendre parler dans les prochains mois, notamment Mistral AI, qui a été créé notamment par Arthur Mensch, un ancien de DeepMind, qui a été rejoint par des anciens de Meta, la maison mère de Facebook. Bref, tout ça, c'est à suivre. Et on voit qu'il faut peut-être mettre davantage en avant ses talents. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le Parlement européen vient de renforcer la législation en matière de transparence de l'intelligence artificielle. Hugging Face, ça me rappelle un projet africain dont tu nous avais déjà parlé, non? Oui, alors moi, il y a un projet que je trouve absolument génial, qui s'appelle Indaba, et qui s'appuie lui-même sur une communauté de chercheurs qui s'appelle le Masakan. Ça veut dire nous construisons ensemble en zoulou. Et en fait, en réalité, tous ces chercheurs africains qui se réunissent tous les 2 ans, ils se sont réunis à Tunis, ils se sont réunis à Dakar, même pendant la pandémie, ils ont tenu des visioconférences, eh bien, ils veulent tenir compte, ils veulent profiter, mettre à profit les 2000 langues qui sont parlées, parfois écrites sur le continent africain, pour dire, eh bien, vous savez, l'intelligence artificielle, ce sont des machines de calcul, mais c'est également beaucoup de contenu. Et si on met en avant eh bien, le contenu africain, certaines langues qui sont menacées, on aura peut-être une IA différente, une IA plus diverse. Je trouve que c'est un projet qui mérite un petit peu d'attention. Et on le fait grâce à toi aujourd'hui. Merci infiniment, Guillaume. C'est important, là aussi, Amandine, Yvan, de pouvoir aussi donner à voir à vos talents, futurs talents du juridique et du droit, toute l'évolution aujourd'hui technologique, ces débats, évidemment, quasiment géopolitiques, sur l'intelligence artificielle. C'est une matière dont ils vont pouvoir se nourrir. Oui, en tout cas, il faut être conscient des évolutions du moment. Et ce qu'on cherche vraiment à l'Institut supérieur du droit, c'est de s'adapter à l'évolution du droit. Et donc, on a évidemment proposé de plus en plus des modules droit et intelligence artificielle. On a pour la rentrée un master en compliance, tout ce qui concerne le RGPD. Tout ça, c'est vraiment fondamental, ça devient très important. Et il faut, évidemment, un bon juriste, c'est quelqu'un qui va continuer à se former d'année en année. Donc, il faut que nos étudiants soient conscients du monde dans lequel ils vivent. Ils ne peuvent pas suivre des études de droit en étant déconnectés de la réalité. Le droit évolue avec la société, les sociétés. Et donc, il faut effectivement proposer un enseignement adapté. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on fait à l'Institut supérieur du droit. On s'adapte au marché du droit, à la réalité. On est dans le concret, dans la pratique et dans l'efficacité. C'est ce qu'on cherche avant tout. Et qui, justement, vient de dispenser ces compléments d'infos, par exemple, sur l'intelligence artificielle? Ce sont des scientifiques, ce ne sont pas que des juristes ou des professionnels du droit, j'imagine. Alors, on organise des masterclass sur des thèmes très précis. Et en fonction du thème de la masterclass, on va faire intervenir soit des scientifiques, soit des directeurs juridiques, soit des avocats. Et c'est vrai que les masterclass, on les décide au fil de l'actualité et des sujets qui nous semblent essentiels. Mais ce qu'on souhaite vraiment à l'Institut supérieur du droit, c'est de rester connecté à la pratique du droit, à la réalité juridique, judiciaire et à l'évolution de la société, parce que le droit s'adapte à la société. Dès qu'il y a un thème d'actualité, il y a de la réglementation. Et dès qu'il y a de la réglementation, il y a de la formation et il faut s'adapter. Absolument. Puis on le répète assez souvent avec Guillaume, ici, notre métier finalement sur la couverture de la tech, c'est quasiment 80% de régulation européenne aujourd'hui, et pas que. Yvan, justement, là aussi, c'est important que ces talents soient toujours innervés d'interdisciplinarité. Il faut pouvoir rencontrer des scientifiques, il faut pouvoir discuter avec des experts différents des métiers purement juridiques pour pouvoir s'alimenter sur ces nouvelles matières. Et oui, d'abord. Merci. Maître Sarfati a parlé de l'ISD. Je vais parler un petit peu de l'ESMD, qui a comme nouveau slogan, depuis 17 février 2023, nouveau comité pédagogique, nous sommes l'école des nouveaux juristes. Ça veut dire quoi, l'école des nouveaux juristes? Ça veut dire l'école des juristes de demain. Alors, pour répondre, nous, à l'ESMD, on a anticipé bien en amont cette évolution. Donc, nous nous sommes entourés de professionnels, et je vais les citer avec leur autorisation et leur titre, de ce que je considère aujourd'hui comme ce qu'on peut trouver de plus professionnel pour former nos étudiants. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intervention de Mme Julie Serrer. Je ne vais pas passer l'ensemble de toutes nos interventions, parce qu'on a pratiquement toutes les missions et encore celle d'après. J'imagine, surtout, il faut qu'on aille très vite, parce qu'on a une deuxième discussion abordée. Donc, on a le président Sopelza, président de Paris Honoraire, mais toute une équipe, avec Thomas Saint-Aubin, patron de CEO Séraphin Légal, Julia Colinoy, DTO de chez LVMH, Siem Ayadi, qui a créé le Legal Design,
Arthur Sauzet, le top du top dans la communication. Il est fantastique. Si un jour vous pouvez le recevoir, c'est une merveille. On a Xavier Catonier, le patron de l'accompagnante du groupe Partouche. Excusez-moi du peu, Ambre Nataf, qui a créé le juriste de demain. Donc, toutes ces personnalités ont intégré un certain nombre de partenaires et de collaborateurs, et nous sommes arrivés à créer des cours de LegalOps avec Ernst & Young, avec EY, ce qui veut dire que la quasi-totalité des intervenants de Ernst & Young dans la LegalOps viennent à l'ESMD ou sont venus à l'ESMD. Alors, je vais faire un petit point de définition. LegalOps, ça veut dire quoi? Alors, LegalOps, c'est un petit peu compliqué. Dommage. Parce qu'on avait vraiment... C'est ce qui permet de régler les nouvelles réglementations. Ce qu'on a un peu englobé dans les RGPD, les règles générales de protection des données. C'est ce qui ensuite, on va vous parler ensuite des comportements, les soft skills. On va vous parler des compétences juridiques, les legal skills. On va vous parler des business skills. Toutes ces formes-là ont été mises en place par un des plus gros cabinets, vous devez le connaître, qui est EY, donc Ernst & Young, et l'équipe internationale et française de EY travaille avec notre équipe pour former nos étudiants de master à ces nouvelles données. Donc, ce qui veut dire que tout cela, c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé, et on est encore en place de se dire, aujourd'hui, c'est passé, maintenant, on va travailler pour demain. Et justement, demain, on va y revenir parce que le temps passe très vite sur ce plateau. On va se demander, tiens, dans la deuxième partie de cette discussion, quasiment la troisième partie en réalité, si le droit du futur, c'est uniquement un droit de la tech. C'est le talk deuxième partie. On est toujours en plateau, vous le savez, avec Maître Amandine Sarfati pour l'Institut supérieur du droit, Yvon Fellous pour l'École supérieure des métiers du droit. Mesdames, messieurs, le droit du futur, c'est forcément de la tech. Amandine? Pas forcément. Il y a d'autres sujets d'actualité et qu'on voit arriver en tout cas. Peut-être que je vous devance un petit peu, mais allez-y. L'environnement, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus présent. Mais comme je le disais tout à l'heure, le droit s'adapte à la société. Donc à chaque fois qu'un nouveau sujet arrivera, on aura de la réglementation, on aura un besoin de professionnalisation et d'où l'intérêt aussi dans nos écoles d'avoir cette flexibilité et cette grande liberté. Je crois que c'est ce qui nous définit beaucoup à l'Institut supérieur du droit. On est libre de créer tel et tel programme au regard des besoins en droit. Et donc, le droit du futur, c'est pas que le droit de la tech, à mon sens. Ce droit, justement, ces droits, même j'ai envie de les mettre au pluriel, environnementaux, ils viennent drastiquement de changer depuis le 29 mars dernier, puisque le Parlement européen a notamment reconnu juridiquement le crime d'écocide. La protection de l'environnement, ça relève donc désormais du droit pénal, Yvan. Oui. Alors, bien évidemment, le droit du futur, et merci, Maître Sarfati, je suis complètement en phase avec vous sur le droit de l'environnement. Oui, on est d'accord. J'espère bien, quand même. Vous voyez, on a vraiment les mêmes visions. C'est ça qui fait plaisir. Fusionnez vos écoles, je ne sais pas, moi, faites quelque chose. Pour l'instant, c'est pas d'accord. Oui, j'avais l'impression aussi. Donc, ce que je vous dis sur le droit du futur, c'est effectivement la technologie va faire partie du droit du futur, mais pas que. Pas que. Je suis très attaché au droit humain. Du droit humain, pas dans le sens loge, mais dans le sens humain. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce niveau-là. Et ce qui nous intéresse aussi au niveau de l'ESMD, c'est le droit de l'environnement. C'est le droit des règles dans les entreprises, de sociabilité, je préfère le mot de sociabilité, à l'intérieur des entreprises qui vont régler ou régenter les rapports humains. Donc, nos étudiants sont préparés à cela parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les prépare à apprendre et on leur donne la méthodologie pour s'adapter ensuite à toute forme d'évolution. Le droit du futur, c'est un petit peu quand on était avant l'an 2000, on pensait que l'an 2000, ça allait être l'apocalypse et la fin du monde. Le 2 janvier 2000, il n'y a pas eu d'apocalypse et puis les choses ont quand même évolué. Donc ce droit du futur, il faut l'attendre avec optimisme et espérance. Il faut avoir confiance d'abord à nos étudiants
à nos jeunes étudiants, qui vont être de plus en plus formés à ces nouvelles techniques, qui vont de plus en plus comprendre que leur part est importante dans le développement du droit, et que si on peut y ajouter du RSE, de l'environnemental, du social, mais surtout de l'humain avec un grand H, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que le métier d'avocat, tel qu'il a été pressenti par nos parents, tu seras avocat ou médecin, est pour moi complètement dépassé. Par contre, un juriste aujourd'hui, bien formé, un juriste qui travaille dans nos écoles pour apprendre, à comprendre ce qui se passe au fur et à mesure dans l'évolution des métiers du droit, va devenir un acteur majeur pour toute forme d'activité. Et ce qui est important, et je pense que Maître Sarfati le sait, c'est que nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le Cercle Montesquieu, où il y a de très nombreux juristes, et où on évolue, où on a fait, j'ai assisté le mois dernier à leur convention. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On retient que le futur juriste va peut-être avoir le droit de devenir avocat. Ils travaillent tous là-dessus. Xavier Cattegno, Amélie Leroux, Laure Lavorel, toutes ces personnalités, l'Association française aussi des juristes d'entreprise, évidemment que notre école, de par même sa relative jeunesse par rapport à l'ISD, de quelques mois, mais avec une antériorité de réflexion, je pense, à partir de ce niveau-là dans l'entreprise, on a déjà anticipé avec toutes ces grandes confédérations des juristes d'entreprise, et ça va être très bien pour toutes nos écoles, puisqu'elles se créent maintenant, nos écoles. On a créé un concept, je disais tout à l'heure à Maître Sarfati, nous avons créé un concept, comme les écoles de commerce il y a 40 ans. Maintenant, on ne parle que d'écoles de commerce. Eh bien, maintenant, on va parler que d'école de droit. Alors, en 10 ans, on va avoir des réglementations. Je vous relance parce qu'on arrive littéralement à la fin de cette émission et ce serait dommage de vous laisser partir sans vous avoir posé cette question. On a vu évidemment de très nombreux étudiants et étudiantes s'élever contre le monde, contre la société, contre l'économie à laquelle on les prépare avec des têtes bien faites, si j'ose dire, notamment les diplômés d'AgroParisTech l'année dernière pour ne pas les citer. Est-ce que les étudiants en droit ont aussi envie de faire bouger les choses ? Est-ce que, Amandine, ils ont aussi envie de pouvoir faire bouger la société dans laquelle ils vont s'insérer ? Alors oui, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que les étudiants veulent faire évoluer des sujets de société, des sujets d'actualité. On a récemment organisé un débat sur le consentement dans l'infraction de viol, qu'est-ce qu'un viol, qu'est-ce que le consentement, etc. Et c'est sur ces thèmes-là qu'on sent vraiment que les jeunes veulent avancer. C'est des mentalités qui ont évolué. Voilà, tout ce qui concerne le droit des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. On a reçu également très récemment Maître Nathalie Tomasini. Les étudiants ont pu plaider sur l'affaire Bacot, sur l'affaire Sauvage. Moi, j'ai l'impression que oui, la tech, ça intéresse et ça passionne. Mais ce qui passionne encore plus nos étudiants, c'est les sujets brûlants de société et les droits humains, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un engouement sur ces sujets-là, encore plus que sur les sujets de tech. Donc l'humain est au cœur des réflexions et au cœur des préoccupations. Un droit vivant, un droit en mouvement, c'est ça aussi le droit du futur. Merci infiniment, Maître Amandine Sarfati, Yvan Fellouz d'être venus sur le plateau de l'École du Futur pour nous en parler. Merci comme toujours à Guillaume Gralet pour ses idées derrière la tech. On se retrouve nous dès demain pour d'autres aventures.